Bienvenue dans Numérique, un podcast où l'on parle de la transformation digitale dans l'économie sociale et solidaire, mais aussi de tech for good, de start-up à impact et des nouvelles formes d'entrepreneuriat social. Bref, un podcast qui part à la rencontre de ceux qui s'engagent, d'une manière ou d'une autre, pour faire avancer l'intérêt général grâce au numérique. C'est l'été, la saison des vacances et des voyages. Et justement, c'est de voyages, ou plus précisément de séjours linguistiques, dont nous allons parler dans ce 10e épisode de Numérique. Alix Paulmier, notre invitée, a fait un constat simple. Il n'existe aucune offre pour que les enfants handicapés puissent, eux aussi, partir en échange, apprendre une langue vivante à l'étranger. Elle a donc décidé d'utiliser le numérique pour résoudre cette inégalité. Sa structure s'appelle FoxP2, et c'est un bel exemple de numérique inclusif. Bonne écoute! Bonjour Alix Paulmier. Bonjour. Merci de me recevoir aujourd'hui. Nous allons parler de ta création d'entreprise, FoxP2. Avant de démarrer, est-ce que tu peux me raconter qui tu es et quel a été ton parcours avant de créer cette entreprise ? Alors, je suis une ancienne consultante dans une très grosse entreprise en système d'information, dans laquelle j'ai exercé au moins 2 métiers. Donc, j'étais consultante en conduite du changement, et puis je suis passée à la responsabilité sociétale, et plus particulièrement à la diversité, avec une grosse part de mon travail autour du handicap et de l'accord handicap. Au travers de ce travail autour du handicap, tu as fait un constat important sur les compétences dont ont besoin les personnes handicapées. Est-ce que tu peux le partager ? Effectivement, c'est-à-dire que l'idée de FoxP2 est pas complètement arrivée comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Il y a quelques années d'imprégnation autour du hiatus, du décalage qui existe entre les jeunes que nous avons recrutés et les compétences sur lesquelles les grosses boîtes internationales recrutent, avec un focus important sur la maîtrise des langues. Et c'est vrai que c'était un sujet que j'avais déjà un peu en tête. Et puis, il a pris toute son importance quand j'ai eu l'occasion d'accueillir un stagiaire de 3e, extrêmement brillant, IMC. IMC, c'est infirme moteur cérébral. Donc, peu de motricité fine, enfin pas de motricité fine, et donc besoin d'aide pour ses repas, découper sa viande, des choses de ce type-là. Et ce jeune avait envie d'avoir une carrière à l'international, de mieux maîtriser l'anglais. Il était en institution, pas forcément très exigeant sur ce point-là, et j'ai juste regardé sur internet séjour linguistique plus handicap, et je n'ai rien trouvé. J'ai appelé une dizaine d'organismes de séjour linguistique, j'ai expliqué chaque fois mon cas. Je crois que sur une vingtaine, il y en a 10 qui m'ont dit on va vous rappeler. Au final, il y en a que 5 qui m'ont rappelé, et il y avait pas de solution dédiée, ou si solution il y avait, avec des surcoûts assez importants liés au handicap, sur un coût déjà chargé que je trouve exorbitant. J'ai des enfants, j'ai pas encore l'âge de les envoyer en séjour, mais mieux vaut avoir les moyens. Donc on était face à une double problème d'accessibilité. C'était pas de pertinence sur le handicap, pas de compétence des accompagnateurs, et une accessibilité financière qui était carrément à revoir. Donc là, immédiatement, la solution, vraiment, je me revois sur l'open space, mais en train de gueuler, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une solution simple qui me permettrait d'avoir immédiatement, un peu comme une sorte de Blablacar ou de Mythique, une famille présentant les mêmes caractéristiques, ayant la compétence dans l'accompagnement de ce handicap pour pouvoir proposer un échange, et à moindre coût, je reviens sur cet aspect financier, et avec un non-sujet de la prise en charge du handicap. Et donc on a conçu une maquette, on était en 2016, on a conçu une maquette, donc ça c'est la première étape. Et puis ensuite, il a fallu trouver non seulement des moyens pour développer les fonctionnalités de l'application, mais aussi un statut juridique, parce qu'il n'y avait pas d'intrapreneuriat a priori. Et donc, si le groupe m'a très largement accompagné, et continue à le faire d'ailleurs sur la partie purement ici, j'ai quitté le groupe pour pouvoir me consacrer à plein temps à la création de ce projet. Alors, le groupe, on peut le citer ? Oui, on peut le citer. C'est Capgemini, plus particulièrement la partie finance, banque et assurance, et donc 2 grands patrons de Cap Finance qui m'ont aidé, Thierry Delaporte dans un premier temps, et puis Anis Chancha dans un second temps.
Donc là, tu as quitté Capgemini pour créer FoxP2. Ouais. Est-ce que tu peux présenter l'entreprise en quelques mots pour des gens qui ne connaissent pas du tout? FoxP2 est une association de loi 1901 qui assure, via une plateforme web, la mise en relation des familles de jeunes porteurs de handicap et de maladies invalidantes partout en Europe, dans le but de faciliter les stages, les séjours linguistiques, les voyages, parce qu'on part du principe que les familles partagent soit les mêmes aménagements, soit les mêmes savoir-faire. J'insiste beaucoup sur ce terme de savoir-faire. On va prendre 2 exemples très pratiques. Une maladie de Crohn, pour ceux qui la connaissent, c'est une pathologie qui implique éventuellement des régimes pauvres en fibres en phase inflammatoire de la maladie. Là, on est vraiment sur une compétence technique, c'est-à-dire que les familles sont rompues à quel type de repas préparer. Voilà. Et puis, je repense à un autre sujet qui me touche particulièrement, qui sont tout ce qui est neuroatypisme. Alors, je pense en vrac aux troubles 10, aux troubles déficitaires d'attention ou aux autismes Asperger, où là, il y a vraiment une connaissance, une intuition des comportements à avoir ou à ne pas avoir. C'est-à-dire que dans l'accueil, où là, on est, à mon avis, l'unique solution vraiment inclusive. En fait, ta création d'entreprise, elle est partie du constat qu'il n'existait pas de solution déjà prête à l'emploi pour des familles qui voulaient envoyer leur enfant en séjour linguistique. Et tu t'es appuyé pour trouver cette solution sur le numérique. Oui. Est-ce que tu peux préciser en quoi le numérique spécifiquement t'a aidé dans ce projet ? Non, je sais pas répondre à ta question. Je sais pas répondre à ta question parce que je baigne dans le numérique. Je me lève numérique. Enfin, j'ai tendance à dormir avec mon iPhone. Je n'aurais jamais pensé FoxP2 hors de ce que Internet propose aujourd'hui comme nouveaux services, nouveaux modes de coopération. Je suis même pas sûre que je sois capable de concevoir une idée un peu innovante si elle ne s'appuie pas sur une solution digitale. C'est complètement intriqué. Je pense que de toute manière, sur tout ce qui est tech for goods, c'est toujours la rencontre d'une expertise ou d'une compétence contextuelle, métier, sur un socle digital. Mais je ne sais pas penser ou concevoir l'un sans l'autre. Je crois qu'il faut créer de la transversalité d'ailleurs dans les boîtes pour qu'il y ait plus d'innovation autour de l'ESS ou du digital ou des tech for good. Il faut créer ces temps de rencontre entre un expert métier et puis un développeur, et puis un architecte, et puis un ergonome. Et c'est ces rencontres qui permettent la conception. Alors, toi-même, tu baignais dans un environnement où tu travaillais avec le numérique tous les jours. Oui. C'est horrible, hein. Pas du tout. Pas du tout. Ouais, que avec des développeurs. Avec des développeurs. Ouais. Ce que le numérique te permet de faire, c'est d'étendre le nombre de profils et de favoriser le matching entre une famille et... Absolument. Sans le numérique, tu n'as aucun moyen. Tu vas prendre des handicaps un peu rares, où la prévalence parmi la population est peu élevée. Si t'as pas le numérique pour accéder à... virtuellement, toutes les familles, tu trouveras pas de match. Ouais. Aujourd'hui, là, vous avez accompagné combien de familles avec FoxP2 ? Pour le moment, je voudrais faire un proof of concept sur la France et la Grande-Bretagne. Donc, on a un certain nombre d'inscrits français. On en a absolument pas assez en Grande-Bretagne. D'abord parce que notre notoriété est à construire. Il y a en plus une configuration un peu pré-Brexit qui rend pas forcément très très facile l'identification des interlocuteurs. C'est l'enjeu des mois à venir, c'est d'arriver à démultiplier notre capacité de notoriété sur le marché de la Grande-Bretagne, qui est celui qui est aujourd'hui majoritairement demandé. Maintenant là, comme je le disais, dans les discussions qu'on a aujourd'hui avec un certain nombre d'acteurs institutionnels, je pense en particulier à l'Éducation nationale, c'est vrai que je me pose plus la question d'un développement avec une itération par pays. Je pense que quand j'aurai fait la preuve et qu'on aura un certain nombre de retours d'expérience, on ouvrira de façon simultanée. Ouvrir, ça ne veut rien dire, parce que les tuyaux, ils existent déjà, mais on ouvrira simultanément l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. On va partir un peu du bassin historique de l'Europe pour arriver assez rapidement à des effets de seuil en termes de volume d'inscrits. Entre le constat de départ qu'il y avait un trou dans la raquette et qu'il n'y avait pas de solution pour permettre aux familles d'enfants handicapés d'effectuer des séjours à l'étranger,
et le lancement de la société et la mise en ligne du site de FoxP2, il y a sans doute eu plusieurs étapes. Est-ce que tu peux expliquer comment tu t'es organisé pour passer de l'idée à la mise en route ? Oui, alors d'abord on a fait une première version du site avec un certain nombre d'enjeux autour de l'accessibilité numérique. Oui. Là, il fallait qu'on soit imparable. On a eu aussi un certain nombre de tests de sécurité. Il faut savoir que j'ai été chercher l'année dernière en fait 2 partenariats qui ont été très structurants pour la suite. Un premier avec un pro bono d'un très gros cabinet d'avocats international pour m'accompagner sur la partie risque, conditions générales d'utilisation et risque des marketplaces. On était à la fois sur un sujet de data un peu sensible et puis à la fois sur des enjeux de risque un peu complexes. Donc cette partie-là a été très déterminante et on a reçu un avis de la CNIL plutôt favorable relativement récent. Il y a une partie juridique qui a été importante. Deuxième point, l'autre partenariat qui m'a vraiment donné un coup de booster, ça a été quand j'ai enfin trouvé un assureur. J'ai fait la tournée des assureurs en disant voilà mon projet, je vais accompagner tout un tas de jeunes avec des situations de santé particulières. Est-ce que vous pouvez me proposer un produit annulation et en gros rapatriement ? Et j'ai fini par en trouver un qui était un courtier spécialiste dans les organismes de séjour, qui a une vraie expertise sur cette partie-là, et qui s'appuie sur un assisteur qui est l'assisteur accessoirement de l'UCPA, donc pareil, grosse expertise jeunesse. C'est une vraie volonté de ces 2 acteurs de s'engager sur ce type de population. Et ça a été un signal très très fort pour moi que si j'arrivais à convaincre d'autres acteurs de partir sur ce sujet et qu'on arrivait à ouvrir au-delà uniquement du service de matching, qu'on pouvait offrir du service complémentaire, on était sur la bonne route. Tu as indiqué que tu avais créé FoxP2 sous un statut associatif. Ouais. Pourquoi ? Alors j'ai fait une réponse d'abord très très prosaïque. En fait, quand j'ai conçu FoxP2, j'étais encore salarié de Capgemini. Et en fait, en termes de droit, lorsque vous vous inventez en tant que salarié, les droits de propriété intellectuelle appartiennent à l'entreprise. Donc quand je suis partie de Cap, il a fallu que je récupère mes droits de propriété intellectuelle, et j'ai d'abord fait au plus simple. Puis ensuite, quand on s'est penché, et on continue de s'y pencher, le sujet n'est pas encore complètement clos sur les statuts, alors SA, ASSO, agrément ESUS, voilà. Là, pour le moment, j'en démords pas. Je pense que c'est terriblement lié au business model. Pourquoi ? Alors, je vais enchaîner avec l'histoire du business model. Dans les hypothèses que nous avons faites de business model, il faut une très grosse volumétrie, un modèle d'inscription payant qui ne me convainc pas. Pour un certain nombre de raisons, il ne me convainc pas. Alors que, en parallèle, en même temps, pour reprendre l'expression politiquement consacrée, en même temps, l'intérêt et l'accueil formidable qu'on a eu au niveau du ministère de l'Éducation nationale, et puis je pense aussi au ministère de l'Enseignement et de la Recherche, pour le projet, montre vraiment l'intérêt des représentants institutionnels pour ce maillage qui avant n'existait pas autour d'une société plus inclusive. C'est évident que pour les institutions, je pense aussi au fond de la Commission européenne, ce statut associatif est un gros facilitateur. On n'est pas là pour faire, entre guillemets, pour faire du fric. Par ailleurs, je sais pas si ça va être très logique ce que je raconte, j'ai eu une remarque extrêmement intéressante des gens de l'INSHEA qui me disaient « Mais qu'est-ce que tu fais pour les jeunes qui ne sont pas en mesure d'échanger ? Qu'est-ce que tu fais pour les jeunes des quartiers dont le logement, la configuration familiale ne leur permet pas d'accueillir ?» Ça m'a énormément interpellée. Donc on est en train de configurer en fait une spec spécifique pour dire je veux partir, ou je peux accueillir mais sans hébergement, c'est-à-dire distinguer la capacité d'héberger et la capacité d'une famille d'accueil, voire envisager une décorrélation, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir des modèles sans échange, un modèle complètement bénévole. L'idée d'ouvrir FoxP2 à des populations qui sont encore plus écartées du voyage m'apparaît être complètement dans son ADN, complètement dans ses valeurs, donc j'ai très très envie qu'on aille dans cette direction-là. Ouais. Si on rentre dans ce modèle-là, on continue de prouver la pertinence de la solution que je propose, hein, et pour autant on s'éloigne encore plus d'un business model où la rentabilité, ou en tout cas l'équilibre, serait lié au financement via l'adhésion des usagers.
Si on fait la preuve de notre volumétrie, si demain on a 350 000 inscrits, si demain il y a un certain nombre de jeunes issus des quartiers qui vont être en mesure, je pense à Birmingham ou Liverpool, d'assister aux Jeux paralympiques de 2024, parce qu'ils vont pouvoir partir en France à moindre coût. Si du coup on offre cette possibilité de voyage à tous, est-ce qu'on se posera la question du business model ? Je pense que le business model il se trouve à partir et d'une certaine volumétrie et je pense pas que ça doit être un frein. Donc aujourd'hui, ça n'est pas mon sujet prioritaire. Mon sujet prioritaire, c'est d'avoir une solution la plus ergonomique possible, parce qu'il faut aussi savoir que il y a des sujets autour de l'accès au numérique qui justement ne sont pas si simples. C'est-à-dire que même si tous les jeunes sont équipés de téléphones, enfin majoritairement, ils n'en ont pas forcément la maîtrise de tous les usages quand on est sur de l'applicatif. C'est un autre sujet qui m'intéresse. Voilà, mais mes deux priorités, c'est avoir la solution la plus efficace possible, la plus pertinente et la plus couvrante en termes de population exclue du marché des organismes de voyage traditionnels. Ça, c'est mon premier enjeu. Mon deuxième enjeu, c'est vraiment d'avoir une notoriété maximum. Ça veut dire que tout le monde connaisse le dispositif FoxP2. Je veux dire, en troisième, je voudrais arriver à mettre en place, toujours dans le digital, une solution de monnaie virtuelle, ce qui me permettrait d'embarquer des grosses entreprises, où en fait on pourrait échanger, on va dire 10 Fox contre, j'en sais rien, une sortie Euro Disney, si Euro Disney m'écoute, pour encore une fois embarquer la société tout entière autour de cette solution de facilitation. Voilà, c'est mes trois priorités aujourd'hui, c'est conception, communication et éventuellement un peu, enfin peut-être pas commercialisation, mais en tout cas échange de bons procédés avec des grosses boîtes. Le sujet du business model, je le traiterai après, avec de la volumétrie, et avec de la notoriété, avec de la valeur, avec de la reconnaissance de marque, et on verra à ce moment-là. Les enjeux techniques, ils sont très présents dans ce que tu viens de dire. Comment tu avances pour aller vite sur ces enjeux-là ? Comment est-ce que j'avance ? J'avance avec des développeurs, j'avance avec des bénévoles, j'avance avec des experts qui me filent un coup de main ponctuel, avec d'anciens potes de Cap et de PACAP qui sont donc un qui est un directeur d'innovation qui me file un coup de main au niveau de la conceptualisation, ce qui est possible de faire. Je cherche absolument un ergonome web. J'avance de façon formidable en écosystème avec un certain nombre de CRP. Les CRP sont des centres de réadaptation professionnelle que j'ai croisés dans le cadre de mon ancien métier. Donc on forme des jeunes qui sont en situation de handicap moteur ou visuel, enfin quel qu'il soit, qui sont en train d'apprendre des métiers du logiciel. D'accord. Et donc je travaille avec deux CRP, donc là il y en a un qui est à Mulhouse, merci Mulhouse, qui est en train de me réaliser en fait un test de charge. Donc ils sont tous en train de se connecter en même temps pour voir comment réagit le serveur, et en fait ils me font mes tests d'accessibilité en même temps. C'est-à-dire que du coup ils me remontent que vraiment telle police, quand on est non-voyant, elle se traduit mal en place de JAWS, des outils de conversion. J'avance avec un mélange de foi et d'inconscience qui fait qu'on est sûr d'y arriver. C'est pas mal de débrouillardise cette phase amont. Hein. Ouais. Voilà. Tu travailles beaucoup en transversal en fait, en amenant des compétences diverses à se combiner. Oui, absolument. Je tout à fait d'accord avec toi. Je trouve vraiment c'est vraiment le maître mot de mon démarrage, c'est d'arriver à embarquer d'autres rêveurs pragmatiques avec moi. Est-ce qu'il y a des partenaires peut-être moins directement techniques, mais qui t'ont également aidé ? Oui. Par exemple. Très, très bonne question. Alors d'abord, j'ai tout un tas d'associations. Je voudrais en citer quand même 2-3. Non, il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé. Penser qu'on fait tout seul, ça c'est aberrant. Je suis très très contente que tu me poses la question. Je me balade un t-shirt, pas avec des sponsors, mais tous les gens qui m'ont aidé. Il y en a eu énormément. D'abord, il y a Arpège, qui est une association qui s'occupe des élèves, qui accompagne les élèves en situation de handicap, à qui j'ai parlé de mon idée vraiment, mais avant la maquette, je crois. Ils ont été très très présents tout le temps. Il y a les gens de la Fédé, c'est la Fédération des étudiants avec un handicap. Ils ont été formidables. Enfin, alors la seule chose qui me challenge un peu en me disant c'est bien l'Europe, t'es gentil, mais nous, quand on fait notre stage en école de commerce, nous ce qu'on veut c'est la Russie, la Chine. Enfin, t'arrêtes pas l'Europe. Voilà, il y a eu des associations. Je pense à la Fédération française des 10, je pense à l'APF, je pense à l'accueil lors d'une journée porte ouverte des gens de l'INJA. Bien entendu à mon interlocuteur Patrice Renaud au ministère de l'Éducation nationale, à ma
mon ancienne homologue qui est la chargée de mission handicap de Sogeti. Voilà, je pense à d'autres potes de boulot, des anciens, des retraités. Et puis, on a été accompagnés. Vous avez été accompagné par qui ? Alors, on a été accompagnés par Women Act, qui est une structure qui accompagne en fait les femmes dans la création d'entreprises autour de l'ESS, sur des programmes qui visent en fait à l'accompagnement, qui visent à renforcer le leadership, mais pas uniquement. Ils sont aussi en fait des adhérents du MOVES, alors je sais jamais si on dit Move ou MOVES. Et qui nous ont mis en relation avec des financeurs, des fonds d'investissement, des réflexions. Pour l'avenir de Fox P2, qu'est-ce qui t'aiderait le plus pour avancer ? Des heures de nounou. Je dis ça, personne n'en parle, j'ai oublié de la remercier. Enfin, blague à part, et c'est pas une blague, qu'est-ce qui m'aiderait le plus ? Il faudrait qu'on arrive à avoir un réseau de bénévoles qui s'occupe en gros de communiquer et de promouvoir Fox P2 sur les pays européens qu'on souhaite ouvrir. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, il nous faudrait de la trésor. Et quand je dis trésor, je voudrais attirer l'attention, en particulier des fondations, mais je pense que le sujet commence à être connu, sur le fait que la plupart des fondations ne financent que des projets. Un projet, ça a un début dans le temps et une fin. Et alors très souvent, ça ne finance ni les charges salariales, ni les frais de communication. Et je voudrais juste dire, messieurs, mesdames, la fondation, le monde a changé, et sur le monde du digital, ce que vous faites est aberrant. Parce que justement, quand on a une solution digitale, ce dont on a besoin, c'est de financement pour la communication et pour les charges sociales. Et par ailleurs, je cherche à être une structure, donc je ne suis pas un projet qui a un début et une fin. Et donc là, il faut arriver à enfiler des cubes dans des ronds, sans s'énerver, et je suis colère. Et donc du coup, on perd énormément de temps à répondre à des appels à projets, et on rentre pas dans les clous. Nous ne sommes pas un projet, j'essaye de créer une structure, bon voilà. Je trouve qu'on perd beaucoup de temps, on n'est pas forcément très efficace, on n'est pas forcément très retenu non plus, parce que justement, on n'est pas un projet, alors que je pense qu'on fait vraiment la différence. Là-dessus, il faudrait probablement qu'il y ait un fond, et puis, pareil, dans le même ordre de sujet, mais je sais que l'ESS serait vraiment emparé de cette question-là, c'est la démultiplication des portails, des possibilités, des machins, des bidules. Je pense que là, il y a un vrai sujet de rationalisation. Je sais qu'il y a une commission de simplification de l'administration. Il faudrait qu'en quelque sorte, il y ait un grand projet de simplification de la recherche de fonds avec pourquoi ne pas rêver un comptoir unique. Vous arrivez avec votre projet et puis les fondations viennent faire leur marché, vous le déposez une fois, parce que la perte de temps que c'est pour des petites structures de répondre un par un à chacun des projets, avec à chaque fois des formulaires un peu différents, c'est un peu aberrant. Faites un concours passerelle, des mecs, organisez-vous, mais faites quelque chose. Merci beaucoup, Alix. Merci. Nous voici au terme de cette discussion. Si vous avez envie de donner un coup de pouce à Fox P2, n'hésitez pas à en parler largement autour de vous. Vous pouvez indiquer l'adresse du site web de Numérique, où figure, comme d'habitude, plus d'informations. Numérique, au pluriel, et avec un deuxième S, comme dans ESS, .squarespace.com. Quant à nous, on se retrouve à la rentrée. Très bel été à tous!